jour. Le référendum du jour, entre guillemets, approuvez-vous le projet de loi de programmation militaire créant un service militaire obligatoire? Dans le détail, il s'agit d'une durée de 3 mois pour s'adapter au rythme universitaire, à caler entre l'âge de 18 et 24 ans. C'est un service militaire armé en caserne avec une montée en charge progressive sur 10 ans, une programmation décennale qui commence par un service volontaire, l'intégration du tirage au sort ensuite sur le modèle de ce que veulent faire les Allemands, de ce que font déjà les Thaïlandais, d'abord une chance sur 10, puis 5, puis 2, jusqu'à ce qu'au bout de 10 ans, tous les garçons, et uniquement les garçons, 400 000 par cohorte, soient concernés. Voilà. Et s'ajoute à ce dispositif, à cette loi de programmation, un module pour les 2000 pires mineurs délinquants de France, intégrés d'office à un programme d'1 année. Alors, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. La première question est pour vous, colonel Chamagne, qui défendait ce projet. On va prendre le temps pendant cette émission de passer en revue tous les arguments qui s'opposent au rétablissement d'un service militaire complet. Le coût, le manque de personnel, la complexité logistique. Mais voilà, il y a une vision positive, celle des citoyens qui signeraient pour déclencher ce RIC. Vous, mon colonel, ne balayez évidemment pas ces arguments, mais vous parvenez tout de même à en tirer la volonté de rétablir, notamment à partir de votre expérience personnelle dans l'armée de l'air, un véritable service militaire. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos raisons principales? Alors, ce sont des raisons de principe. La première chose, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque du service militaire, il y avait les 3 jours qui consistaient à établir un bilan santé d'une génération de classe d'âge, ainsi qu'un bilan d'alphabétisation. Ça permettait à la nation de savoir exactement où en était toute une classe d'âge. Donc déjà, rien que ça, il faut le rétablir à minima. La deuxième raison de principe pour laquelle je suis pour le retour du service militaire, alors après les formes, on peut en discuter, hein, c'est que le service militaire procure une mixité sociale qu'on ne retrouve quasiment pas à d'autres périodes de la vie. En tant qu'officier de l'armée de l'air, pilote de chasse, j'ai eu, comme tous les gens de ma génération, les officiers de ma génération, à commander un centre d'instruction militaire, un CIM, quand j'étais jeune capitaine. Et j'avais constaté à ce moment-là, grâce à cette mixité sociale, c'était la 12, c'était le contingent de la 12, donc il y avait il y avait quelques intellectuels, des gens qui avaient fait des études, bac plus 4. À l'époque, la maîtrise se passait en 4 ans, ainsi que des jeunes, des paysans, hein, de l'Avesnois, c'était à Cambrai. Et le soir, dans la chambrée, les éduqués faisaient de l'alphabétisation aux appelés qui ne savaient ni lire ni écrire. Et quand il y a eu le bivouac en forêt de Mormal au mois de décembre, avec des outils, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les demi-toiles de tente, c'était pas les outils de camping modernes d'aujourd'hui, hein, c'était assez sommaire. Et bien là, c'était le paysan de l'Avesnois qui apprenait au bac plus 4 parisien comment survivre dans le froid et en pleine forêt. Donc, il y avait une vraie mixité sociale et un vrai échange de savoir-faire. Et pour moi, c'est la raison principale pour laquelle je suis pour le retour de ce service militaire et qui favorise donc la mixité sociale. Et puis, après, la deuxième raison, c'est que il y a des jeunes qui ont bien besoin de vivre à un moment dans leur vie un instant de discipline, hein, avec une vie rythmée. Le service militaire, c'est quoi? On se lève tôt, on fait du sport, on a de l'activité physique. Pendant pendant l'instruction, on a des cours d'instruction militaire, d'instruction civique. Donc, finalement, c'est une vie saine, rythmée et disciplinée. Et je pense qu'aujourd'hui, pas mal de jeunes auraient besoin de ça, de passer par là. Voilà les raisons principales pour lesquelles je suis pour un retour du service militaire. Après, la façon de le mettre en œuvre, c'est autre chose. Alors, je vais poser une question au général de Richouf, mais avant, général Desportes, est-ce que vous avez un mot, une réaction à ce que vous venez d'entendre?
J'en ai évidemment beaucoup, mais peut-être faudrait-il prendre tous les arguments Enfin, ensemble. Ce qui me gêne, et on en parlera, c'est que je crois qu'il ne faut concevoir un moyen que pour une fin. Et donc là, la fin qui a été définie, c'est la mixité sociale et la formation des jeunes, qui sont tout à fait légitimes, bien sûr. Bon. Mais est-ce que, alors c'est un problème pour les jeunes Français aujourd'hui. Maintenant, quels sont les deux problèmes que rencontre la France et auxquels pourrait répondre le service national? C'est effectivement le problème de cohésion sociale, qui est un problème clair. Moi, j'ai commandé pour la moitié de ma carrière militaire des appelés et l'autre moitié des professionnels, et tout ce qui a été dit est juste. Tout ce qui a été dit est juste. Maintenant, l'autre problème qui est celui-là immédiat, c'est le problème de la défense de la France. Le problème de la défense de la France, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la France a une armée qui n'est absolument pas adaptée aux menaces du jour. Et le premier problème, c'est bien de défendre la France avec ces modèles. Et l'autre problème de la France, bien sûr, c'est un problème budgétaire. Quand vous regardez le coût d'un service national et universel, il faudra d'abord aussi tout à l'heure étudier les deux termes. Est-ce qu'il faut qu'il soit universel? Est-ce qu'il faut obligatoire? Est-ce qu'il faut que les deux soient à la fois? Moi, ça ne me paraît pas évident. Donc, moi, je ne suis pas du tout opposé à l'appel de jeunes Français sous les drapeaux, pour une raison simple aujourd'hui, que le format des armées est totalement insuffisant aux besoins de la défense. Donc, il faut augmenter la ressource humaine. Or, on ne peut pas recruter davantage de soldats professionnels pour une raison simple, c'est que le taux de sélection est aujourd'hui suffisamment, ou dire trop bas, pour qu'on puisse augmenter les flux entrants sans dégrader les ressources. Donc, il faudra faire appel aux contingents. Et la question est, de quelle manière allons-nous faire appel au contingent? Et donc là, moi j'ai une thèse, ma thèse à moi n'est pas celle du général Chamagne, c'est-à-dire que je pense que le service national, il est fait pour la défense de la France et qu'il apportait des tas de choses à la France, mais que ça n'était pas la raison d'être essentielle du service national. On a eu, depuis que le service universel a été inventé, ça remonte à la Révolution comme vous le savez, on a eu des moments avec, des moments sans, des formes différentes. Et à chaque fois, ce service cherchait à répondre à une question, à une finalité. Bon, et c'est bien cette finalité qu'il faut définir et ensuite s'occuper des modalités. Je pense que la finalité première d'un service ou d'une armée est la défense de la France. Et mon point, c'est que si vous convoquez un service national et universel, eh bien, finalement, compte tenu du coût d'ensemble, vous n'arriverez pas à faire face au premier besoin, qui est le besoin de défense. C'est pour ça que moi, je suis opposé à un service obligatoire et universel, même si je pense qu'il est indispensable de faire appel au contingent d'une certaine manière pour arriver à doubler au minimum les effectifs de l'armée française d'aujourd'hui. Très bien. Général de Richoux, vous vous positionnez comment là-dedans? Alors, quelle est votre motivation principale? Est-ce que vous pensez que le coût en vaut la chandelle? C'est-à-dire partagé entre les deux, le colonel et le général. Voilà. Moi, je suis partisan effectivement d'un renouveau, mais je n'appellerais pas ça un service militaire. J'appellerais ça un service national. C'est-à-dire qu'il faut véritablement recréer dans ce pays une cohésion sociale auprès des jeunes. Je veux dire par là qu'il est très important pour moi, pour ce que j'ai vécu, pour ce que je vois aujourd'hui, avec 1500 quartiers qui échappent aux lois de la République, que si on continue, on en aura 3000 demain, et la République sera incapable de redonner, j'allais dire, de faire en sorte que les jeunes reviennent dans le giron de la France. Donc, ça me semble très important qu'il y ait un service, je dirais un service national. Pourquoi? Eh bien, parce que je crois qu'effectivement, et dans votre libellé initial, vous disiez on va mettre 10 ans pour mettre en place tout le système, et je suis d'accord avec vous, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je crois qu'il faut d'abord un socle commun pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un socle de 4 mois, 3 mois, 4 mois, j'ai pas encore, j'avais réfléchi à l'affaire il y a déjà 20 ans. Donc un socle commun où vous acceptez tout le monde, c'est-à-dire que vous allez avoir une espèce des camps, mais rustiques. Il faut des choses de la rusticité. Moi, j'aime la rusticité, la cohésion,
le travail entre soi, la cohésion véritablement, etc. Et au bout de 4 mois, vous allez à ce moment-là avoir plusieurs solutions, c'est-à-dire véritablement, comme le disait le général, c'est avoir à ce moment-là un service militaire, c'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, vous êtes rendu compte qu'un certain nombre de personnels que vous avez eu pendant ces 4 mois qui auront l'alphabétisation, le permis de conduire, les marches, les bivouacs de nuit, enfin, etc. Vraiment quelque chose qui renforce l'individu. Et bien, au bout de 4 mois, vous saurez exactement qui pourra rejoindre les armées. Et alors, à ce moment-là, vous aurez un autre volet, c'est-à-dire un volet qui formera les gens à la fonction militaire. Et je pense que là, ce sera probablement peut-être pas nécessaire d'avoir des gens renforcer, si bien sûr renforcer l'armée d'actifs, comme on peut dire, mais aussi avoir des réserves, c'est-à-dire avoir des réservistes, parce que nos armées aujourd'hui fonctionnent avec des réservistes, et comme vous le savez, les réservistes c'est quelque chose de compliqué, et je crois que là, avec un système comme ça, vous pouvez avoir le cheminement cohérent, à la fois pour la cohésion des différents quartiers avec les autres, et au bout de ces 4 mois ou 3 mois, eh bien, avoir un cheminement individuel vers les voies que je viens de tracer. Merci. Colonel Chaman, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont peur d'armer les banlieues, de former les jeunes au maniement des armes et qui s'émeuvent d'un potentiel danger? Alors, c'est une question piège et très compliquée. Moi, je pense qu'il faut y aller vraiment très prudemment. La société est un système. Et en systémique, il y a des préalables. Il y a des prérequis. Si on veut accepter d'armer ou d'instruire le maniement des armes aux jeunes des banlieues, il faut des prérequis. Et je pense qu'un des prérequis, c'est qu'on leur donne d'abord un peu de travail. Pour l'instant, c'est le désœuvrement qui crée la délinquance. Si les gens avaient un travail, je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans les banlieues. Donc, dans un projet global de restructuration de la société française et de remise sur les rails de la société française, je pense qu'il y a des prérequis. Donc, je ne serais pas tout de suite pour instruire les gens repérés comme délinquants lourds au maniement des armes. Voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà formés au maniement des armes? Peut-être. En plus, oui, j'allais ajouter qu'ils le sont peut-être déjà. Mais c'est vraiment une question délicate. C'est vraiment une question très délicate. Et là, il faut avoir des données sociologiques précises. Il faut avoir des données statistiques précises sur la question pour prendre une décision, pour prendre la décision la mieux adaptée, je pense. Général Desportes, le service militaire, c'est aussi des appelés qui passent le permis de conduire, pour certains le permis poids lourd, qui peuvent éventuellement apprendre des métiers. Tout ça, ça mérite les quelques milliards qu'on mettrait dedans et qu'on met ailleurs aujourd'hui avec des externalités qui ne sont pas toujours très positives. Non, mais ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Il est évident qu'un jeune qui passe par les armées en ressort grandi. Mon expérience est très claire sur ce sujet. Que ce soit un soldat professionnel ou un soldat appelé, quand il quitte les armées, il a été transformé, il s'est grandi, il a compris effectivement la discipline, la fraternité, la rusticité. Donc, il est beaucoup plus fort dans la vie et il est beaucoup plus socialisé qu'un jeune qui n'est pas rentré. Bon, maintenant, ne faisons pas faire au métier, à l'armée, excusez-moi, le métier qui n'est pas le sien. Ce n'est pas parce que les armées apportent quelque chose que le but des armées est d'apporter cela. Après, c'est une affaire, effectivement, de financement. Si les armées, si la France est capable de rassembler suffisamment d'argent pour arriver à faire passer l'intégralité d'une classe d'âge, c'est-à-dire non pas 400 000, comme ça a été dit, mais 800 000, parce que je ne vois pas pourquoi les femmes ne passeraient pas, c'est raisonnable. Dans notre idée, c'était une histoire de coût. Déjà, ça permettait de diviser le coût par deux. Le coût est astronomique. Alors pourquoi prendriez-vous 3 mois à un garçon et ne les prendriez-vous pas à une femme? Le coût est astronomique. Mais je pense que le principe d'égalité homme-femme est à peu près établi aujourd'hui. Et vous savez qu'une des raisons pour lesquelles le service national a disparu
en fait, sous Mitterrand, mais légalement en 96, c'est parce qu'il était devenu profondément inégalitaire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui partir du principe inégalitaire pour rétablir le service national. Donc, effectivement, faire ça coûterait énormément d'argent. Alors après, si l'État dispose de cet argent, pourquoi pas. En revanche, pourquoi est-ce que le SNU a échoué? Parce qu'il n'était pas tourné vers la nation, il était tourné vers les individus. Et donc, il n'avait pas, au fond, c'était devenu un impôt, mais cet impôt-là n'est justifiable que s'il est tourné vers l'intérêt de la nation. Et donc, il faut que les soldats ou les futurs soldats qui passeraient, ils le feraient pour être prêts à remplir une mission militaire. Et en ce sens-là, effectivement, il y a des modèles qui sont intéressants, comme le modèle suisse. Mais il s'agirait alors, au-delà même d'une réserve dont a parlé évidemment avec intérêt le général de Richouf, il s'agirait de créer une milice qui serait capable de prendre les armes. Les Suisses ont tous un fusil à la maison. Alors, ça a été vrai, ça ne l'est plus, mais ça l'a été. Ok, c'est possible. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait véritablement une vocation de défense. Un service national, s'il y a une vocation de défense, et donc une vocation à former une milice avec des hommes et des femmes. C'est ce qui se fait aussi un peu en Israël, où tout le monde est là, hommes et femmes, font leur service national parce qu'ils sont aptes à être reconvoqués immédiatement pour aller conduire les guerres que leur confie leur nation. Alors, ne nous trompons pas. L'armée, sous sa forme de la conscription, sous sa forme professionnalisée, apporte toujours énormément. Mais ça n'est pas forcément le meilleur outil adapté pour le faire. On peut demander à l'armée de le faire. On pourrait, par exemple, demander à l'école aussi de le faire. Et je pense que l'école serait tout à fait adaptée. C'est pas pourquoi est-ce que l'armée tient. Elle essaye déjà. Elle essaie, en tout cas, elle n'y arrive pas. Non. Elle n'y arrive pas. D'où l'idée des gens que l'armée y arriverait peut-être mieux. Oui, mais là, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui, pour moi, est extrêmement choquant. On va demander aux 2000 ou aux 20 000, je ne sais pas, les plus grands délinquants, de venir dans les armées pour se faire former. On ne va pas leur demander, en l'occurrence. Mais on croit que l'armée est un camp de discipline, est un camp de formation, mais évidemment pas. Vous savez que le principe de base de l'armée, c'est que la discipline y est librement consentie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas imposée, c'est-à-dire que le besoin de discipline est approprié par les cadres et les soldats parce que cette discipline correspond à un bienfait pour la nation et pour eux-mêmes. Et donc, on ne peut pas imaginer que c'est des camps de formation pour adultes mal formés. Mais en deux mots, comment vous expliquez que cette idée séduise autant les Français? Mais parce que les Français ne comprennent rien aux armées d'une manière générale. Pourquoi ils n'y comprennent rien? Parce que ça fait 30 ans que le service national a été il y a une déconnexion arrêté. entre les Français et l'armée. Pourtant, c'est l'institution en laquelle ils ont le plus confiance et de très très loin. Mais bien sûr, parce que quand vous envoyez les armées remplir une mission, eh bien, elles la remplissent. Parce qu'un soldat va remplir sa mission jusqu'au bout de sa vie. Et ça étonne les Français. Regardez nos pompiers, pour prendre l'exemple que les Français connaissent, qui sont allés monter le jour où la cathédrale Notre-Dame prend feu dans les tours, au risque de leur vie, parce qu'il leur a semblé que sauver Notre-Dame, eh bien, c'était bien pour la nation. Évidemment, ça appelle l'admiration. Et le modèle est en lui-même admirable. Mais ne le transformons pas en ce qu'il n'est pas. Général Emmanuel de Richouf, on est sur des petits chiffres avec ce qui existe en ce moment. Ce qu'a dit le colonel Chaman, concernant les jeunes et l'armement. Je me permettrai simplement de dire que dans le système que je préconise, avec un SAS de 3 ou 4 mois, où l'ensemble de la jeunesse serait j'allais dire, concerné, il est évident qu'à l'issue de ces 3... Là, on n'utilise pas d'armes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le commandement, les responsables ont tout loisir de voir, de savoir qui pourrait, à terme, lorsqu'ils sortiront de ces 4 mois pour aller par la voie militaire, qui serait susceptible de rentrer dans la vie, véritablement vie militaire et la formation militaire. Et à ce moment-là, se posera évidemment les fonctions de se servir d'être formé à l'armement. Je suis d'accord. Alors, je profite de ce petit espace pour lancer les votes, dès maintenant, les amis, si vous êtes d'accord.
Voilà, ça laissera un petit peu plus de temps à nos spectateurs qui doivent déjà commencer à se faire une petite idée. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, cliquer sur le pouce, sur la cloche pour vous abonner à la chaîne. Et un grand merci encore à tous nos contributeurs sur toxin-media.fr/nous. Je reste avec vous, Général de Richouf. Je vous disais, on est sur des petits chiffres pour le moment. On est sur 7000 personnes dans le service militaire volontaire qui est très, très récent. 6000, je crois, en Outre-mer et 1000 en métropole. Avec la nouvelle version en janvier, le chef d'état-major de l'armée de terre envisage de 20 à 50 000 volontaires par an, ce qui donnerait, selon lui, 15 000 recrutements. Donc, si on était dans une optique de masse et sur cette fameuse montée en gamme sur 10 ans, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu à quoi ça ressemble en termes de logistique, en termes de recrutement, pour passer de 15 000 à, entre 20 et 50 000 à 400 000 ou même 800 000 si on respecte l'égalité homme-femme? Comme l'a dit le général Desportes, ça va être une question de logistique, de financement, de planification, etc. Donc, moi, je suis, si vous voulez, je pense, enfin, je réfléchis, j'ai été confronté à ces affaires, j'allais dire, de formation, à la fois d'appelés du contingent et puis de légionnaires, et puis là, dans les quartiers dans lesquels j'ai travaillé. Je pense, moi, qu'il faut opter pour la rusticité. Voilà. Je pense que les 4 mois qu'on devrait faire avec les jeunes, on devrait les emmener dans les forts des Alpes, que sais-je, sur hors des cités, hors des villes, et véritablement avoir ce souci de cohésion nationale, de cohésion sociale, autour de projets pratiques, pragmatiques. Un petit peu ce qu'a fait, et j'ai lu récemment un certain nombre de documents concernant les chantiers de jeunesse. Alors, vous allez me dire, oh là là, les chantiers de jeunesse, oui, mais c'est intéressant. Pourquoi ? Et parce que vous vous rendez compte qu'il y avait une jeunesse qui était complètement, à l'époque, en 1940, une jeunesse qui était complètement, j'allais dire, azimutée. C'est la défaite complète. Il y avait des gens qui vaquaient dans les forêts, dans les bois, qui étaient complètement désorientés. Et brusquement, au mois d'août, donc mois de juillet, la défaite a eu lieu en juin 40, et en août 40, on a mis sur pied les fameux chantiers de jeunesse, qui ont quand même un cas en 4 ans, puisque c'était le final s'est fait le 8 juin 44, et bien en 4 ans, ils ont quand même mobilisé 500 000 jeunes. Donc c'est pas rien. Alors, et je trouve que s'il y a quand même quelque chose qui nous rapproche de ce que l'on connaît aujourd'hui, où il y a des jeunes qui sont complètement désorientés, comme l'a dit le colonel tout à l'heure, et je l'approuve totalement, complètement désorientés, qu'il faut refaire venir dans le giron de la France, avec, j'allais dire, véritablement un souci de cohésion, un souci de formation, pendant une courte période, mais de formation rustique. Voyez. Alors, quand vous me posez la question, effectivement, alors, la rusticité, ça prouve qu'on va aller à pied, qu'on porte son barda sur le dos, qu'on va camper, qu'on va bivouaquer, qu'on va avoir froid, qu'on va avoir chaud, qu'on va avoir peur, qu'on va être sale. Eh bien, oui, ça, c'est la vraie vie. Et vous les voyez dormir dehors pendant 3 mois voilà. Vous les voyez dormir dehors pendant 3 mois dans la forêt, vous les logez un peu quand même? Il faut des baraquements, parce que maintenant, on a des tentes qui sont pas mal, hein, des tentes avec des poêles à bois dans les tentes pour l'hiver, etc. Et l'armée française s'est débarrassée. Quand ils vont faire du ski, ils se baladent dans les chemins de grande randonnée, vous savez, c'est assez rustique aussi. Hein. L'armée française s'est débarrassée de beaucoup de casernes, de beaucoup d'équipements, mais est-ce qu'elles ont toutes été réhabilitées, changées en autre chose, ou est-ce qu'il y en a qu'on peut reconvertir très facilement? La plupart, et ça, si vous voulez, je crois, moi, je reviens toujours sur mon idée de 3 ou 4 mois à l'extérieur des villes, de manière à ce qu'on ne retombe pas dans les errements qui sont les nôtres aujourd'hui, des trafics de drogue, des soucis de trafic divers et variés, de discipline, etc. Donc là, je pense que pendant 4 mois, les gens, ils doivent être, les jeunes doivent être, j'allais dire, mis sur des terrains différents. Par contre, bien évidemment, et comme le disait tout à l'heure le général Desportes, je suis tout à fait d'accord avec lui, à partir du moment où vous allez avoir le besoin d'avoir des formations militaires pour en faire des combattants, qu'ils soient réservistes ou pas, ou qui rejoignent le corps de bataille, enfin le corps professionnel, effectivement, il nous faudra des casernes, il faudra alors, les casernes, où en est-on aujourd'hui? Je n'en sais rien, je peux vous dire, je n'en sais rien.
Ce que je sais, c'est qu'il va falloir des véhicules pour transporter ce petit monde, il va falloir de l'armement, des uniformes, etc. Et ça se prévoit aussi. Alors, on le prévoit aussi. D'où ma question suivante pour le colonel Chamagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision très bivouac du général Richouf, et est-ce que c'est pas l'occasion justement, ce retour du service militaire, d'une remontée en gamme de toute l'armée française au niveau des équipements, d'un approvisionnement made in France à tous les niveaux? Ça se fera naturellement, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec ce que dit le général de Richouf à propos de la rusticité. C'est une évidence. Et puis ça fait du bien en plus. Quand on est dans la nature, avec peu pour se loger, eh bien, on revient aux vraies valeurs et on se nettoie le corps et l'esprit, je dirais en même temps. Donc, je suis entièrement d'accord. Moi, personnellement, je fais chaque année un pèlerinage d'environ 600 à 1000 km, ça dépend, 25 à 30 km par jour. Donc, je sais ce que c'est que de vivre de peu et de façon. Donc là, je suis entièrement d'accord avec le général de Richouf sur cette question-là. Alors, vous posez une autre question qui est la montée en gamme. Bien évidemment, ça va se faire. Si on opte pour cette forme de service militaire, la remontée en gamme de l'armée va se faire naturellement, petit à petit. Il faudra recruter les formateurs. Donc, il faudra plus de militaires, puisqu'il y aura les militaires pour encadrer le service militaire. Donc, il faudra déjà ouvrir les vannes. Évidemment, ça va créer un appel d'air en termes d'uniformes, de matériel, tout simplement, de logistique en général. Et donc, oui, tout ça devra être piloté de façon souple et en obligeant l'armée à se doter sur les industries françaises et sur les ressources françaises, et pas acheter nos uniformes à l'étranger, par exemple. Donc, effectivement, tout ça devra être très coordonné pour une remontée en gamme de nos armées. Et normalement, si l'esprit est là, ça devrait bien se passer. C'est possible, Général Desportes, de s'équiper français à nouveau? On a des règlements européens, on a des fusils allemands, on a des LBD suisses, on a des bottes, voilà, on a des véhicules Ford. D'accord. Alors, d'abord, je reviens parce que je ne comprends pas très bien la notion de remontée en gamme. L'armée française est une armée de haute technologie. Quand vous regardez nos soldats, ils sont extrêmement bien équipés. Ce qui n'a pas été le cas de moi quand j'ai commencé mon métier militaire. Je peux vous dire que c'était extrêmement rustique. Mais aujourd'hui, nos soldats n'ont rien à envier aux autres en termes d'équipement. Et l'armée française, il y a un pilote parmi nous, c'est bien que l'avion Rafale est le meilleur du monde, etc. C'est qu'on a le problème est pas tant la qualité qui est tout à fait excellente, mais elle est le volume. Bon. Parce que les gros armements, les canons César, les Rafales, les systèmes de radar, tout ça, c'est français, c'est très bien. On en vend plein à l'étranger d'ailleurs, mais tout le petit équipement passe. Je vais répondre. Mais sur la remontée en gamme, vous nous parlez des Césars. Les Américains, là, sont en train de lancer, on ne sait pas si ça débouchera, une commande de 400 Césars. Donc, on voit bien que sur les affaires du Rafale, par exemple, il n'y a aucune question à se poser. Ce sont les meilleurs du monde. Donc, c'est pas ça le sujet. Bon, maintenant, acheter français, évidemment. Mais je crois qu'on ne peut plus, aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais on ne peut plus penser la défense de la France à une échelle strictement française. L'armée française serait-elle aurait-elle doublé ou triplé l'effectif? Serait en elle-même tout à fait insuffisante pour assurer sa défense face aux menaces qui viennent du Sud et de l'Est aujourd'hui. Donc, une défense de la France ne peut se concevoir qu'à un niveau supranational, pour des tas de raisons que je peux vous expliquer. Et que donc, il faudra bien... Une défense européenne. Et alors, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, défense européenne, c'est un autre sujet, c'est pas le même sujet, c'est compliqué. Mais en tout cas, à un niveau supranational. Bon. Et il faudra bien, à ce moment-là, que certains, qu'il y ait une répartition des marchés, une répartition des savoir-faire. Pour parler, par exemple, équipement, on voit bien qu'on a beaucoup de problèmes sur deux problèmes qui sont emblématiques, le problème du char du futur et le problème de l'avion du futur, qui ne porte pas ses noms
dans les livres législatifs, mais voilà. Et peut-être faut-il reconnaître à un moment donné que l'excellence aéronautique, eh ben, on la trouve en France, et que l'excellence en termes de matériel terrestre, on la trouve peut-être en Allemagne, hein, de manière à faire des économies de coûts, des économies d'échelle, et arrêter d'avoir 4 ou 5 avions de combat en Europe, des chars en nombre très nombreux également. Et donc, acheter français, oui, dans le principe, et en particulier ceux qui ne demandent pas de technologie particulière, et en particulier l'uniforme. On connaît les scandales du jour avec des uniformes qui sont faits ailleurs. Alors après, on doit savoir pourquoi nous n'avons pas, par exemple, à date, mais ça c'est en train de changer, de production d'armement petit calibre français. Parce qu'à un moment donné, les Français avaient choisi de diminuer, c'est les Français qui choisissent, hein, de diminuer les budgets de la défense. Et donc, n'étant plus capable de tout faire, la France, là, le gouvernement, l'exécutif, a décidé de se concentrer sur ce qui était véritablement stratégique et qu'on ne pouvait pas, et pour laquelle on ne pouvait pas dépendre d'autre chose. La dissuasion. La dissuasion, les avions, par exemple, et puis les chars aussi. On avait des très très bons chars, le Charles Leclerc chez nous, voilà. Et donc on a admis de commander ailleurs un certain nombre de choses pour concentrer, en particulier notre R&D, sur ce qui était pour lequel on ne devait pas dépendre, si vous voulez. Refaire des usines d'armement pour faire du petit calibre, c'est pas très compliqué. Par contre, produire des missiles nucléaires, c'est évidemment extrêmement compliqué. Donc, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de problème à déléguer et des choses sur lesquelles il ne faut pas déléguer et il ne faut pas demander à d'autres nations de le faire. Je crois qu'il faut trouver un bon équilibre. Je crois qu'aujourd'hui, penser uniquement français dans cette affaire-là serait une erreur. Ce qui est important, c'est que l'Europe en elle-même soit capable de se défendre en s'appuyant sur les différentes armées nationales. Et ce qui est important, c'est d'acheter européen et, si possible, d'acheter français. Aujourd'hui, vous le savez, les achats d'armement en Europe ont augmenté de 80% depuis le début de la guerre en Ukraine. Et le scandale, c'est que 80% de ces 80% aient été achetés aux États-Unis. Ça, c'est un véritable scandale. C'est le principe de la guerre en Ukraine. Ça, c'est pas le principe de la guerre en Ukraine. On aurait pu faire autrement. Et aujourd'hui encore, on a beaucoup de nations qui vont acheter à l'étranger. Par exemple, en termes d'aéronefs, on voit des pays comme l'Allemagne ou la Belgique ou la Hollande ou le Danemark qui vont encore acheter du F-35. Bon. Et donc, on voit bien qu'on a une discipline européenne à l'intérieur, peut-être, une préférence française. La question que je voulais vous poser, quand vous dites on peut faire un échange char contre avion avec l'Allemagne, moi, je vois très bien les dirigeants français acheter des chars allemands. J'envisage difficilement les dirigeants allemands acheter des avions français. Mais évidemment, vous avez raison. C'est bien pour ça que tout ça, comme le dirait quelqu'un qu'on aime tous ici sûrement, qui s'appelle Donald Trump, ça ne peut faire l'objet que d'un grand deal. Et la difficulté aujourd'hui, bien sûr, et on ne peut pas le regretter, c'est que l'industrie d'armement est une entreprise privée, des entreprises capitalistiques. Et donc, c'est très difficile pour un gouvernement d'imposer ses choix à des sociétés qui sont financées par des capitaux privés. Donc, c'est extrêmement compliqué. Néanmoins, j'espère que sur le moyen terme et pas le long terme, on arrivera à des échanges qui permettront de dépenser européens pour la défense de l'Europe. Général de Richoux, vous y croyez à la possibilité de cette stratégie militaire européenne? C'est les grands accords dont parle le général Desportes. Je poserai la question aussi au colonel Chamagne, mais bon, nos spectateurs les plus attentifs qui ont suivi un peu la carrière politique du colonel, je pense, connaissent déjà sa réponse. Mais vous, tout d'abord, général de Richoux. Votre question, c'est la question de l'armement. La France aurait son propre armement, toute sa panoplie franco-française. C'est ça votre souci? Moi, la souveraineté. Je me range tout à fait à ce qu'a dit le général Desportes. On ne peut pas tout faire. Donc, effectivement, en ne faisant pas tout, on est obligé d'acheter des choses chez les autres, y compris des munitions petit calibre. On avait des munitions à blanc, notamment, à l'époque, il y a 15-20 ans en arrière, où c'était fait en Israël, si j'ai bonne mémoire. Et voilà. Mais autant, je crois qu'il est important qu'on garde quand même au cœur le cœur de notre défense, c'est-à-dire tout ce qui est nucléaire et tout ce qui est
ce qui est sensible. Et ça c'est capital. Bon, après, les achats des autres, effectivement, je me range à ce que vous disiez. On se verrait bien acheter des chars allemands parce que finalement, les chars en Allemagne, ils ont construit sans discontinuer depuis 1933. Voilà, ils s'en sont bien servis. C'est peut-être ce qui sauvera l'entreprise. Malheureusement, mais je vois mal l'Allemagne nous acheter pour l'instant, des avions français. Peut nous piquer les plans, mais pas acheter les avions. Voilà. Mais moi, si vous voulez, je reviens toujours sur ce qui est. Parce que là, le sujet que vous développez le sujet, vous abordez le sujet qui n'est pas forcément le sujet qui est important, me semble-t-il, parce qu'une armée, certes, ça a de l'armement, on peut les acheter sur étagère, mais il y a des hommes et des femmes. Et tant si ces hommes et ces femmes n'ont pas le feu sacré pour défendre la patrie, eh bien, vous pourrez toujours avoir le bon armement, il n'empêche qu'il sera mal utilisé. Et je crois que c'est là où le bas blesse pour moi, ce que je sens en ce moment, là où le bas blesse, c'est que je ne suis pas sûr que les Français, nos jeunes Français aujourd'hui, sachent pourquoi ils iraient se battre. Et il y a des sondages qui ont été faits récemment, sachent pourquoi ils iraient mourir. Iraient-ils mourir pour la France comme ont fait nos grands anciens? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans tous nos villages de France et de Navarre, tous ces monuments aux morts avec tous ces noms à la queue leu de gens qui se sont fait trucider pour que nous soyons français. Et je crois que l'effort, s'il y a un effort à faire, c'est là-dessus. Et cet effort, il doit être, j'allais dire, vivifié, il doit être fait, il doit être concentré sur justement ce service national. Je n'appellerai pas service militaire parce que pour moi, si on brasse tout le monde, c'est un service national et après on verra si on fait les militaires ou pas. Et je crois que c'est là où il y a véritablement une dimension à acquérir. Et comme vous le savez aujourd'hui, cette dimension, elle n'est pas acquise. L'éducation nationale ne parle plus d'histoire, on n'a plus de héros, on sait plus que voilà, on sait même pas pourquoi le 11 novembre était férié, on ne sait pas pourquoi le 18 juin on célèbre le 18 juin. Donc il y a une pénurie, j'allais dire intellectuelle, qui me semble moi importante aujourd'hui et qu'il faut véritablement retrouver rapidement. Moi, je crois qu'une des difficultés, le service peut être admis, mais il ne sera pas admis pour des questions sociétales. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer aux Français, alors on peut le faire pour ça, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il sera admis et que les Français diront oui, il faut qu'on ait de la cohésion, etc. Parce qu'ils n'en ressentent pas véritablement le besoin. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, alors que nous sommes menacés clairement à nos frontières, même si elles sont un peu plus loin que le Rhin ou les Pyrénées, je crois qu'il serait du devoir du politique d'être extrêmement clair sur les dangers que court la France aujourd'hui. Et à partir du moment où il y a une notion de danger, je crois que le service national, qui rendrait par ailleurs des intérêts manifestes pour la cohésion, serait admis. Je crois que la plupart des Français ont toujours l'impression de vivre dans le paradis que nous avons connu. Or, le paradis qu'on a aimé pendant 80 ans, c'est un paradis perdu. Hein, on a changé de monde, on a changé d'ordre du monde, on a changé de loi du monde, etc. Et là, je crois qu'il faut que nos politiques aient un discours extrêmement clair. Et si nous voulons défendre ce que nous aimons bien, notre façon de vivre, nos valeurs, l'humanisme, la civilisation occidentale, eh bien, il faut avoir les moyens de la défendre. Et ça, effectivement, je suis évidemment d'accord avec le général de Richouf. Il faut que la population, dans son intégralité, ait le sentiment que tout cela est menacé. Et dans ce cas-là, si on arrive à leur faire comprendre, il faudrait des politiques courageux et qui ne soient pas dans la situation d'aujourd'hui, alors ils admettraient le besoin d'un outil qui rendrait à la fois, qui permettrait de recréer cette cohésion qui est importante et qui permettrait de défendre la France. Alors, justement, ça me permet de poser cette question au colonel Chamagne. On est effectivement dans un contexte de montée des tensions, de guerre sur le sol européen, ce qui autorise l'état-major français à tenir des discours d'engagement à la jeunesse française, qu'elle doit se préparer à des événements, à défendre chèrement sa peau. Ce discours a l'air de pas spécialement prendre, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est, par rapport à ce que disait le général de Richouf à l'instant, comment est-ce qu'on redonne le feu sacré à la jeunesse de France? À travers un projet, bien évidemment, de défendre la patrie. Comme je le disais lors de mes conférences sur la défense est à la patrie ce que les défenses immunitaires sont au corps humain. Et tout, y compris l'industrie de défense, fait partie de ces défenses immunitaires. On peut faire un parallèle
entre les organes de la défense, entre l'outil industriel, les centres logistiques et le système immunitaire du corps humain. Donc là, je suis un peu en discordance avec le général Desportes parce que, oui, qu'on achète du matériel à l'étranger parce qu'on n'est pas capable de le faire ou parce que, bon, on n'a plus l'outil industriel, ok, du fusil, d'accord. Maintenant, concevoir la défense de la patrie dans un cadre supranational, je suis complètement pas d'accord avec ça. La patrie, c'est la patrie. Et c'est aux Français de France de défendre la patrie, de défendre le sol français. Ce ne sont pas les Allemands, ni les Belges, ni les Italiens qui viendront défendre la France. Je vais peut-être répondre une seconde. Moi, je n'aime pas l'Europe particulièrement. Je l'aime parce qu'elle est le berceau d'une civilisation, ou le berceau, ou le réceptacle d'une civilisation à laquelle je tiens, qui s'appelle la civilisation occidentale. Mais je parle de défense de niveau européen. On peut parler armée européenne, etc. C'est autre chose, c'est compliqué. Mais parce que techniquement et financièrement, nous ne sommes pas capables d'assurer la défense de la France avec la seule armée française et avec le budget d'une puissance moyenne. On voit bien que les armées qui comptent aujourd'hui sont des armées de pays mastodontes qui peuvent avoir des budgets tout à fait considérables. Et aujourd'hui, la France n'est pas capable, quoi qu'il arrive, d'avoir un budget qui lui permette. Et de toute façon, elle n'aurait pas la ressource humaine qui lui permettrait de faire. Donc, moi, j'aime l'Europe parce que j'ai besoin de la France. Et pour défendre la France, eh bien, il faut avoir des accords de défense à un niveau supranational. Je peux vous le démontrer quand vous voulez. Mais les Allemands... Quand on a des accords, d'accord. Quand on a des accords, OK. On a des accords, on a des partenariats, mais chacun est souverain chez soi. On est bien d'accord. Moi, je suis pour l'Europe des nations, celle de Charles de Gaulle, bien sûr. C'est-à-dire la fin de l'Union européenne. Elle est morte, l'Union européenne. Non, je suis d'accord. L'Union européenne est morte et l'OTAN aussi. L'Allemagne qui est une puissance moyenne aussi, surtout avec un peu moins moyenne que nous, mais avec son industrie qui a dramatiquement chuté ces dernières années, elle s'en rapproche dangereusement, prévoit d'investir plusieurs centaines de milliards sur les années qui viennent pour remettre son armée, pour, disent-ils, être la première armée d'Europe et redevenir une armée de rang mondial. Ce qui, moi, en tant que Français, me fait dresser les poils quand j'entends que l'Allemagne réarme. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est donc possible. Mais c'est pas les mêmes. Oui, vous avez raison, mais c'est pas les mêmes budgets. Là, je crois qu'on parle en centaines de milliards. 350. 350. Nous, on a du mal, là, à trouver 6 milliards de plus à rajouter pour... On sait où ils sont. Mais, quoi, quel milliard? L'ADEME, 4 milliards, on supprime, c'est fini. Le dernier RIC-Toxin, on a gagné 4 milliards puisque les Français, enfin les spectateurs en tout cas, ont voté pour la privatisation du service public audiovisuel. Alors, 4 milliards. D'accord, mais surtout pas de solution simple à des problèmes compliqués. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vit maintenant depuis 35 ans sur un modèle simple. Les impôts des Français payent la protection sociale, les redons sociaux, et les impôts des Américains payent la défense des Français. Bon, ce modèle est terminé. Donc, à un moment donné, vous savez comme moi que le budget de la France, c'est 56-57% du PIB, et que là-dedans, on a 33% de PIB qui sont consacrés à les redons sociales ou à la protection sociale. Alors, ça veut dire quoi? Pour que l'armée française soit à la hauteur du besoin, il faut rajouter 1 ou 2% de PIB. Et donc, ces 1 ou 2% du PIB, il est évident qu'on peut les trouver sans faire mal aux Français dans cette protection sociale. C'est absolument évident. Et je dirais que c'est absolument nécessaire. J'aime bien ce que disent les Américains, « Freedom is not free ». La liberté n'est pas gratuite, c'est-à-dire que la liberté a un coût. Mais ça fait des décennies qu'on dit aux Français, vous êtes protégés comme ça, alors que finalement, vous ne payez rien pour votre défense. Eh bien non, il faudra payer. Il faudra payer en termes d'argent, il faudra payer probablement en termes de service national. D'accord? C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc, à un moment donné, entre le social et le régalien, eh bien, il faudra trouver de nouveaux équilibres. Et entre les pensions et les canons, il faudra aussi trouver de nouveaux équilibres, simplement si on veut que la France vive encore avec ses valeurs, sa civilisation, etc. Très bien. Alors, un petit point sur le vote. Je peux en finir de répondre? Oui, allez-y, colonel Chamaille.
Donc, je finis de répondre à votre question. Oui, je suis d'accord avec le général de Richouf. L'humain est au cœur du système. Et évidemment, il faut redonner le feu sacré. Mais ça, comme je le disais tout à l'heure, la société est un système. Et il y a des interactions entre les différents éléments. Le feu sacré, comment peut-on le redonner? À travers la fierté de la France, la fierté d'être français. Et ça commence par l'instruction publique. Ça commence par l'instruction. La fierté d'être français. Ça passe aussi par les symboles. Et le 14 juillet, le 11 novembre, le 18 juin. Donc, des symboles de l'instruction. Et donc, je veux dire, si on veut redresser la France, c'est de ça qu'on parle. Hein. Redresser la France, il faut conduire tout en même temps, tout un train de mesures en même temps, de façon à arriver à atteindre un objectif qui est redonner aux Français la fierté d'être Français, à travers l'instruction de l'histoire, de la géographie, de l'histoire, de nos symboles. Et voilà. Donc, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais moi, j'ai confiance en la jeunesse quand même, parce que je rencontre des jeunes et je suis à chaque fois surpris par le respect qu'ils ont envers l'institution militaire. Donc, je me dis qu'il y a quand même un terreau, il y a quand même un bon terreau qu'on peut travailler si on le travaille bien. Après, c'est aux jardiniers de bien se servir de ce terreau. Alors, les Français, justement, 60% sont pour le rétablissement du service militaire obligatoire sur YouTube, 52 sur X, ça nous fait une moyenne à 56 à peu près en faveur du rétablissement du service militaire obligatoire. Général de Richouf, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, j'aimerais ça. Les gens qui sont favorables à la réinstauration, le renouveau du service national ou du service militaire à venir, la question que j'aurais aimé leur poser, c'est ont-ils fait leur service militaire eux-mêmes? Très peu d'entre eux, forcément. Le deuxième point, que j'abonde sur ce qu'a dit le colonel Chamagne sur ce souci que l'on a pour donner un sens à l'action, donner un sens, une volonté à nos jeunes, redonner fierté, etc. Je vais prendre un exemple simple. Hier, je suis allé dans ma petite ville pour la commémoration du 11 novembre. Et comme ailleurs, comme partout, je me dis, où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Où sont les écoles? Où sont les professeurs? Où sont les jeunes? Mais ils ne sont pas là. Ou le 14 juillet dans les petites villes, alors c'est 14 juillet, c'est les vacances, il y en a un peu plus. Voilà. Donc, que fait-on? Que font-ils? Et je crois que là, véritablement, c'est une prise en compte, une prise de conscience et une prise en compte de ce phénomène. Parce que, comme vous l'avez dit très bien, mon colonel, les jeunes, moi, je les côtoie, y compris dans les quartiers, je les ai côtoyés dans les quartiers, ils attendent de la France, ils attendent quelque chose de la France. Et on n'est pas capable de leur apporter. C'est-à-dire les amener au 14 juillet, comme je l'ai fait pour les Champs-Élysées. Vous imaginez pas, mais ils étaient transformés. Je les ai amenés, j'en ai amené un certain nombre ici à Nîmes, voir le deuxième étranger, mon ancien régiment. Ils sont venus, ils ont traversé la France, ils n'avaient jamais rien vu en sortant de leur quartier. Ils sont revenus et brusquement, ils n'étaient plus des délinquants, c'était plus des trublions. Ils sont devenus français. Je me dis, mon général, tu nous as convaincus. Voilà. Alors je me dis, si vous voulez, rien n'est désespéré, bien évidemment, sous réserve que notre classe politique, que nos dirigeants prennent en compte cette affaire-là et ne se contentent pas simplement, pareil, des bons mots et de la communication. Il faut véritablement travailler à fond dans ce domaine pour les années qui viennent. Merci. Colonel Régis Chamagne, s'il y a la volonté populaire et les Français apparemment votent pour le rétablissement du service militaire, tout est possible. Oui, tout est possible. Tout est possible. Je pense que la situation de la France est pas très bonne en ce moment. Et d'ailleurs, l'indicateur principal, c'est la médiocrité de la classe politicienne actuelle. Je crois qu'on n'a jamais atteint un tel niveau de médiocrité. Mais en revanche, ça ne demande qu'à remonter. Je pense que ça fait longtemps que je fais des conférences sur le changement de paradigme géopolitique. Nous y arrivons. Le système occidental est en train de s'effondrer. Je parle de système, je ne parle pas de valeur.
le système est en train de s'effondrer et une renaissance, là, après un effondrement, il y a une renaissance. Et moi, je suis optimiste à long terme. À court terme, on va en chier, il faut le dire, comme c'est. Et j'espère que ça ne tardera pas trop, que la remontée ne tardera pas trop, que dans quelques années, on sera reparti vers le haut. Général Desportes, votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, c'est que, comme le dit le colonel Chamagne, il faut croire en la France. Nous sommes un grand pays avec une histoire tout à fait extraordinaire. Et il faut croire en la France. Maintenant, il faut pas se tromper de chemin. Il faut bien comprendre quelles sont les finalités de ce qu'on met en place et quelles sont les bonnes répartitions des finances dont on peut disposer. C'est bien là la question. Hein, le dirigeant, c'est tout le temps quelqu'un qui arbitre entre des solutions plus ou moins bonnes. Cet arbitrage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est service de 3 mois? Est-ce que c'est un plus court? Est-ce que je vais professionnaliser davantage? Moi, je n'ai pas toutes les données. Je pense qu'aucun autour de nous, autour de ce plateau, n'a toutes ces données. C'est bien, il faut une réflexion sereine. Et le problème, c'est que ces réflexions aujourd'hui, au lieu d'être sereines et rationnelles, elles sont le plus souvent politiques, et même, je dirais, de politique politicienne. Mais ce soir, on a essayé d'avoir un débat sur le fond dénué de politique politicienne, je pense. En tout cas, nous avons essayé pour vous. Alors, un dernier point sur les votes. Bah, écoutez, il y a plus de votes, mais ça n'a pas bougé. On est toujours à 56% en faveur du rétablissement du service militaire obligatoire. Merci à tous pour votre présence, Général Desportes, Général de Richouf, Colonel Chamagne, pour ce débat de très bonne tenue. Demain matin, avec Clémence Soudiakova, c'est la matinale à 7h du matin. Spécial 13 novembre, évidemment, en commémoration des attentats d'il y a 10 ans. Un témoignage en direct de Michel Goldstein, témoin des attentats au Stade de France où il était présent, et Francis Gilleri, réalisateur du documentaire Les Ombres du Bataclan, diffusé sur Arte, puis rapidement supprimé de la plateforme. Il sera demain matin avec Clémence. Vous retrouverez bien évidemment tous les programmes de Tocsin, l'émission d'André Berkoff à midi. Merci à vous pour votre attention. Merci d'être allé voter. Vous pouvez continuer de voter sur tous les réseaux pendant les quelques jours qui viennent. Et nous allons clore ce sondage qui s'additionne déjà aux 2 premiers. Je vous rappelle qu'avec le RIC Tocsin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire obligatoire. Alors, on verra pour la suite. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain RIC de la semaine. Merci à tous et bonne soirée.